Bonjour et bienvenue dans le 16e épisode du podcast En Lien. Je vous avais proposé il y a quelques semaines un épisode un peu plus personnel, c'est l'épisode numéro 10, dans lequel je partageais avec vous 10 choses qui ont transformé ma vie de maman. Je parlais de toutes ces choses sur lesquelles je me suis lâché la grappe, où j'ai réussi à relativiser, et qui font que je me sens beaucoup plus légère, sereine et moins aliénée à ces exigences élevées que je me fixais en permanence. Vous le savez, je parle souvent du schéma exigence élevée. Je suis victime de ce schéma, mais je me soigne et force est de constater que quand on se penche sur la question, on arrive vraiment à faire bouger certaines choses et à se rendre compte que c'est très lié à des peurs déjà quand on a ce schéma-là et qu'en fait quand on arrête de faire certaines choses, il y a rien qui se passe en fait, enfin, ce qui se passe en réalité, c'est que ça va mieux et il y a rien de grave qui se passe. Les conséquences ne sont, pas celles, qu'on avait projetées, ne sont pas celles, dont on avait, peur au départ et surtout, ça crée beaucoup plus de sérénité dans la famille. Donc je vous renvoie à l'épisode numéro 10 si vous avez envie d'en savoir plus et j'ai eu envie aujourd'hui pour ce 16e épisode, de faire également un épisode un peu personnel où je vais vous parler d'habitude parce que je sais que ça vous avait beaucoup plu que je vous parle de mes expériences de vie de maman et de femme. J'avais eu pas mal de retours de votre part, ça m'avait beaucoup touchée d'ailleurs et vous m'aviez partagé où vous en étiez aussi dans vos vies. C'était un sujet qui avait soulevé pas mal de prises de conscience et enfin du coup ça me donne envie de continuer à vous proposer de temps en temps des épisodes comme ça. Donc là, ce dont j'ai envie de vous parler, ce sont mes nouvelles habitudes. J'avais écrit dans mon petit carnet il y a maintenant, donc c'était le 2 juillet 2024, nous sommes en mars 2026, donc ça fait un peu plus d'un an et demi, presque 2 ans même, et j'avais noté fière de mes nouvelles habitudes, et il y avait 4 ou 5 habitudes que j'avais depuis quelques semaines, mois, que j'avais décidé d'écrire dans mon carnet. J'écris tous les jours dans mon carnet, alors depuis, on va dire, d'ailleurs, je crois que c'est une habitude ça. Est-ce que je l'ai mis ça à écrire dans mon carnet? Oui, là, ça fait un moment maintenant que j'écris, quasiment tous les jours dans mon carnet, mais c'est quelque chose que je fais depuis que je suis en âge d'écrire. Je crois, j'ai toujours eu des carnets et que j'avais commencé très, très fort à refaire à la naissance de mon deuxième enfant. Donc en 2013, j'ai tout un tas d'écrits de l'époque qui ont été super aussi parce que ça me fait voir où j'en étais à cette époque-là et à quel point j'ai cheminé et de temps en temps je relis. Donc pour poser un peu le décor, donc j'ai 42 ans, je suis une personne qui a un tempérament plutôt anxieux, sauf que je le sentais pas. Je vous parle souvent d'attachement, j'ai un attachement évitant, donc c'est un attachement insécure évitant. Il y a aussi l'attachement insécure préoccupé et l'attachement insécure désorganisé, mais je ferai vraiment un épisode dédié à ça. Je sais que ça fait des semaines, enfin des mois même maintenant que je vous dis que je ferai des épisodes sur l'attachement, parce que c'est très très aidant de comprendre quel attachement on a. Donc l'évitant, il croit qu'il n'a pas d'émotion, il croit qu'il ne ressent pas. En réalité, il est très anxieux, c'est un attachement qui est très très anxieux et très souvent il intériorise beaucoup et quand il se rend compte qu'il est pas bien, c'est presque trop tard et il sait jamais vraiment pourquoi il va pas bien. De l'extérieur, ça peut être du style tout va bien dans ma vie, qu'est-ce que j'ai quoi. J'ai envie de me gifler, tout va bien et puis avant d'en arriver là, on a pensé qu'on était un peu un super-héros en mode non mais ça me touche pas, non mais ça n'importe quoi. Pourquoi les gens sont si sensibles? Voilà, on a un peu cette apparence-là extérieure de personnes qui ont beaucoup de flegme mais qui ont l'air très confiants et très, comment dire, un peu des sages, même de l'extérieur, on peut se dire: «Ouh là là, cette personne a l'air de vraiment bien savoir réguler ses émotions», alors qu'en réalité, pas du tout. C'est juste qu'on le sent pas et que ça nous remue beaucoup de l'intérieur. Le préoccupé, c'est encore autre chose, ne sait pas réguler non plus ses émotions, mais ça se voit, les émotions sont fortes. Les personnes qui ont un attachement préoccupé, souvent, on va dire, elles sont hypersensibles et elles peuvent se définir aussi comme hypersensibles parce que elles ressentent tout très fort et ça se manifeste très fort aussi. Voilà, c'est difficile pour les personnes qui ont un attachement préoccupé justement de mettre le couvercle parce qu'en réalité ça explose très régulièrement. Et c'est «bruyant» entre guillemets, donc en général, on peut pas passer à côté et c'est pas facile à vivre non plus parce que, avoir une difficulté à réguler ses émotions, que ce soit les intérioriser et mettre un couvercle ou, au contraire, être très vivace dans ses émotions, très extériorisant, heu
c'est handicapant et ça peut nuire à notre bien-être, à nos relations, et cetera. Donc moi, quand j'ai compris, que, je ressentais en réalité et que j'avais des besoins, j'avais des émotions, mais que je ne savais pas par quel bout les prendre et qu'il il était important pour moi de travailler cette anxiété-là parce qu'en réalité, ce tempérament anxieux, c'est un tempérament, il est là. Après sur ça se rajoute, l'attachement, évitant, mais comment faire quand on a un tempérament anxieux pour se sentir serein et bien? D'autant plus quand on est parent, donc maman, 2-3 enfants, des enfants donc qui comptent sur nous pour les aider à réguler leurs émotions, à répondre à leurs besoins et quand soi-même on n'est pas régulé, quand soi-même on est très, régulièrement, sous le coup de nos émotions, dans notre incapacité à savoir ce qui se passe pour nous, donc beaucoup dans l'agressivité, beaucoup dans, la contrariété, cette impression d'être toujours irrité, irritable, de rien supporter et de moindre petit truc peut nous faire exploser. L'émotion, que, ressentent très facilement, tous les types d'attachement, c'est la colère. De toute façon, la colère, c'est l'émotion la plus difficile à réguler. Et l'anxiété qu'on ressent souvent, on va la couvrir par l'émotion de colère et on va tout mélanger, on va pas savoir ce qui est de nos peurs, nos craintes, nos inquiétudes. Tout ça, ça va, être enfoui, ça va être des couches d'émotions qui vont être recouvertes par la colère et la colère, donc celle-là, on y a accès très facilement et on explose en permanence. Donc quand j'ai compris tout ça, vraiment, j'ai eu besoin de mettre des choses en place dans ma vie, pour prendre soin de moi. Souvent, on dit aux parents, aux mamans, prends soin de toi, prends du temps pour toi. Il faut que tu penses à toi. Si tu veux pouvoir aider ton enfant, il faut que tu t'aides en premier. Il y a toujours cette image qui revient de t'es dans l'avion en dépressurisation, tu te mets le masque d'abord pour ensuite pouvoir mettre le masque à ton enfant. Sauve-toi en premier, entre guillemets. En réalité, dans un quotidien de parents, moi je trouve que c'est de l'ordre de l'injonction parce que c'est pas possible. C'est pas possible de se dire: «Je vais prendre soin de moi», mais comment en fait? Enfin, quelle est la façon de prendre soin de soi? Qu'est-ce que vous me recommandez quoi? D'aller faire un spa une fois par mois, d'aller au resto avec mes copines toutes les semaines, mais je dors déjà pas la nuit, je vais aller boire un verre de vin avec mes copines en fin de journée, je vais me réveiller 50 fois dans la nuit parce que mon enfant n'aura pas dormi et le lendemain matin, il va falloir que je me lève et que j'assure ma journée de travail, que je fasse du sport, oui, mais c'est pareil, le sport c'est super sur le moment, mais ça me crève encore plus. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'injonctions qui font que on a l'impression que ça nous fatigue plus que ce que ça nous aide. Surtout quand nos enfants sont très petits, où il y a aussi le manque de sommeil qui est très présent. En faire des trucs en plus, et en plus à l'extérieur de la maison souvent, c'est de l'ordre de l'impossible. Et donc j'ai eu envie progressivement de comprendre ce qui faisait que j'étais fatiguée, irritable, ce qui rajoutait dans ma marmite, hein, et qui faisait que j'étais tout le temps stressée, contrariée. Il y a des petites choses que j'ai mis en place qui franchement sont pas hyper compliquées à mettre en place et qui ne demandent pas de sortir ou de faire des choses énergivores entre guillemets. J'avais lu aussi le livre Un rien peut tout changer. Il y a 2 ou 3 choses que j'ai retenues et qui sont restées vraiment ancrées après la lecture de ce livre. La première, c'est pour arrêter une mauvaise habitude, il faut la remplacer par autre chose. Pour créer une nouvelle bonne habitude, il faut y aller vraiment tout petit, un pas après l'autre et se fixer un objectif minime. Et la troisième chose que j'avais retenue, c'est que pour gommer une mauvaise habitude, il faut que ce qui est l'objet de notre mauvaise habitude soit difficile d'accès. Bon, allez, j'enchaîne avec ce que j'ai noté donc en juillet 2024 et qui, à l'heure d'aujourd'hui, est toujours d'actualité et qui a vraiment amélioré mon niveau d'anxiété, ma vie, enfin tout ce que vous voulez. Je ne reviendrai pas en arrière tellement c'est maintenant ancré et ça fait partie de mon équilibre psychique, physique. Donc la première habitude très importante que j'ai voulu ancrer parce que j'ai compris que c'était vraiment néfaste pour moi, c'est plus d'écran au coucher. Et je vous le disais, c'est difficile d'enlever une mauvaise habitude si on ne la remplace pas par quelque chose. Donc plus d'écran au coucher. Moi, j'avais pris l'habitude de regarder mon iPad dans mon lit. Je me mettais toujours une petite série, Netflix, hein, voilà. J'adore regarder des séries, sauf que ce n'était plus OK pour moi de les regarder au moment du coucher. À la place, j'ai remplacé par
lire. Et c'est là que, si vous le voyez sur Instagram, vous me voyez tout le temps fourrée à la bibliothèque. C'est là que j'ai repris un abonnement à la bibliothèque de ma ville, donc à Marseille. J'avais un abonnement à la bibliothèque de ma commune. J'habite sur une petite commune juste à côté de Marseille, qui est genre à 1 minute à pied de Marseille, mais qui, en termes de variété, de nouveautés, de livres, était très très limitée. Ça donnait pas envie, donc j'ai repris un abonnement sur Marseille et j'ai accès à toutes les bibliothèques de ma ville. Donc si vous habitez près d'une grande ville, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais pensez à vous abonner à la bibliothèque de votre ville. C'est très souvent gratuit. Chez nous, sur Marseille, c'est gratuit. Parfois, c'est des abonnements qui sont payants, mais pour une dizaine ou une vingtaine d'euros, vous avez accès à toutes les bibliothèques de votre ville. Donc, ça vaut vraiment le coup de vous pencher sur la question. Et donc, ce que j'ai fait à chaque fois, c'est ce que j'ai noté, ce que ça avait changé pour moi. Et là, vous le voyez sur mon petit carnet. Alors, ce que ça a changé, je me suis sentie moins anxieuse dans mon sommeil parce que j'ai tendance à regarder, à aimer tout ce qui est de l'ordre du thriller. Voilà, j'aime les histoires angoissantes, j'aime les histoires où il y a des intrigues, des meurtres. J'avais tendance à choisir ce genre de série. Sauf que, autant vous dire que je me refaisais la série pendant la nuit et que je dormais extrêmement mal. Et je pense que de toute façon, même les séries pour lesquelles il n'y a pas forcément de stress ou autre, je pense par exemple à des séries beaucoup plus légères que j'ai pu regarder. J'ai tendance, quand je m'endors avec une série, parce que ça m'arrive, je me le fais parfois le week-end. Alors je le fais plus du tout en semaine, mais ça m'arrive de le faire par exemple le vendredi soir ou le samedi soir. Je sens que j'ai pas le même sommeil que quand je m'endors avec un livre. J'ai l'impression d'être toujours dans la série, quel que soit le style de la série, et donc beaucoup moins d'anxiété dans mon sommeil. J'ai l'impression vraiment d'avoir un sommeil beaucoup plus réparateur. Donc par ricochet, j'ai beaucoup plus de facilité à me lever. Et je me sens beaucoup plus en forme. Est-ce que c'est pas agréable de démarrer la journée en se levant sans peine, en étant bien tout simplement parce qu'on a bien dormi? Moi, ça a vraiment contribué à ce que j'ai un meilleur sommeil. Et c'est pareil pour les livres que je choisis. Alors, je lis 2 types de bouquins. Donc, il y a des bouquins pour mon travail. Alors, je dis travail, mais c'est ma passion. Donc, je prends pas ça comme du travail. J'adore lire des livres en psychologie. Ceux-là, je les garde vraiment pour la journée. Je ne lis pas mes livres en psychologie avant de me coucher parce que c'est pareil. Sinon, je suis dans un mood où je suis en mode apprentissage. Je suis en mode, il faut que je retienne. Je suis en mode passionné. Donc, je suis pas en train de poser mon cerveau. Je suis pas en train de préparer mon cerveau et mon corps au sommeil. Donc, je choisis des livres. J'aurais eu tendance, comme c'était à une époque, de prendre des livres aussi, des thrillers, des enquêtes policières, etc. Ça, c'est pareil, j'ai mis de côté. Alors, j'adore ça, mais force est de constater que c'est quelque chose qui augmente mon anxiété, donc qui ne colle pas du tout à mon objectif. Et donc là, bon, je suis sur des romans plutôt classiques. D'ailleurs, si vous avez des romans à me recommander, mettez-les-moi en barre d'infos, ça m'intéresse. Là, on m'a parlé récemment d'un livre, peut-être que vous le connaissez. Alors, je l'ai réservé à la bibliothèque, je l'ai pas encore. C'est Better Than the Movie. C'est une romance, c'est un nouveau style littéraire, enfin nouveau, enfin pour moi c'est nouveau parce que je connaissais pas, mais je pense que ça fait un moment que ça existe. C'est un style littéraire qui a le vent en poupe, la romance, et apparemment c'est génial. La deuxième habitude que j'ai mis en place, c'est plus d'écran au lever. Donc plus d'écran au coucher pour la première, plus d'écran au lever pour la deuxième. Et c'est pareil, ça a changé ma vie, mon humeur, mon mood au lever. J'avais, je pense, comme nombre d'entre nous, la mauvaise habitude de, dès que mon réveil sonnait, pouf, choper mon téléphone et tout de suite aller regarder, je sais pas, alors je regardais mes mails, je checkais Insta, sachant que c'est aussi mon travail, donc c'était, voilà, dès 6 heures du matin, me mettre la tête au travail, et, je crois qu'il n'y a rien de plus malsain. Et donc pour être capable de ne plus toucher mon téléphone dès le lever, j'ai investi dans un réveil, c'est un réveil très basique, qui me fait laisser mon téléphone le soir dans mon salon en charge. Et les fois où j'ai mon téléphone sur ma table de nuit parce que mes enfants sont pas à la maison, sont sortis, ou dorment chez des copains, ou que mon mari n'est pas là, etc. Malheureusement,
j'ai ce réflexe au lever de prendre mon téléphone. Donc, pour être capable de ne pas le toucher, il ne faut pas avoir la tentation sous le nez. Je ne suis pas capable, quand j'ai la tentation sous le nez, de ne pas le prendre. Donc, comment on fait? On remplace le téléphone par un réveil. Donc, ce que je disais au début, mettre à distance l'objet de la tentation. Et ça marche extrêmement bien. Je ne touche plus mon téléphone en me réveillant. Ce que ça a changé, c'est que je me sens beaucoup moins anxieuse à aller checker dès le lever son téléphone, que ce soit des réseaux sociaux ou l'actualité, être assaillie d'informations alors qu'on vient à peine d'émerger. Forcément, ça a un impact sur la santé mentale, ça a un impact sur l'humeur. Ça fait monter tout de suite le cortisol et donc le stress et l'anxiété. J'avais noté sur mon carnet que ma boule dans la gorge avait diminué et que même souvent elle était inexistante. Donc ça, c'était il y a un petit moment maintenant, c'est quand j'avais lancé mon activité où j'étais extrêmement stressée. J'avais démissionné de mon ancien travail pour lancer mon activité et j'ai eu toute une période qui a bien duré, je pense, 1 an et demi à 2 ans où j'avais extrêmement peur. Je me couchais avec ma boule dans la gorge, je me levais avec ma boule dans la gorge. J'étais extrêmement anxieuse. Le fait de ne plus checker mon téléphone comme ça, parce que je le checkais aussi beaucoup pour le travail, ça a contribué aussi à m'apaiser, à apaiser ma boule dans la gorge, à la faire presque disparaître à des moments. Et à l'heure où je vous parle, tout va bien. Je l'ai très rarement, mais vous voyez, les personnes qui ont leur stress ou leur anxiété qui se manifeste dans la gorge, vous voyez très bien ce dont je parle. C'est cette boule qui est là en permanence. Et on a l'impression qu'il faudrait avaler pour qu'elle parte et on n'arrive jamais à la faire partir parce qu'évidemment, elle n'est pas réelle, elle est juste créée par toutes nos pensées, toutes nos peurs. C'est horrible d'avoir l'impression d'avoir toujours quelque chose comme ça qui nous empêche de respirer, qui nous bloque dans la gorge. Il y a d'autres personnes pour qui ça va se manifester plus par des maux de ventre ou de la gêne au niveau du ventre. D'autres personnes, ça va être plus sur la poitrine. On va sentir un poids sur sa poitrine. En tout cas, toutes ces manifestations physiques, ce sont des manifestations de stress, d'anxiété. Et si vous les ressentez, penchez-vous sur la question parce qu'il y a des moyens de les apaiser. Entre autres en passant par de nouvelles habitudes qui feraient baisser votre niveau de stress et d'anxiété. Et bien sûr, si c'est très fort, c'est très utile d'en parler avec votre médecin traitant qui pourra vous orienter vers le professionnel adéquat. Bref, cette nouvelle habitude de ne plus avoir d'écran au lever a contribué à un mieux-être très important pour moi. Troisième habitude que j'ai mis en place, c'est plus d'écran jusqu'à ce que mes enfants soient à l'école. Alors là, l'objectif, c'était d'être moins irritable avec mes enfants. C'était d'être 100% disponible parce que ce qui se passe quand on a son téléphone en prolongation presque de notre bras en permanence, c'est que on est tenté tout le temps de regarder ce qui se passe. On a une notification, même si on a désactivé les notifications, ce qui était mon cas. J'avais viré toutes les notifications, WhatsApp, Instagram, enfin toutes les choses qui me happaient. J'avais tout viré. À partir du moment où j'avais mon téléphone dans ma poche ou à côté de moi, le matin, je checkais, je regardais. C'est presque compulsif. On fait pas exprès. C'est devenu une habitude incontrôlable qu'on fait sans même s'en rendre compte. Donc c'est pareil. Je me lève, j'ai plus mon téléphone, il est dans le salon. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que il reste branché sur son socle en mode je fais comme s'il n'existait pas et je commence à regarder mon téléphone dès que j'ai posé mes enfants à l'école. Alors là, vous pouvez être sûr que pouf, allez, j'ai checké. Mais toute cette phase-là où je suis avec mes enfants, je ne check plus mon téléphone, je ne le regarde plus, il n'existe plus. Ce que ça a changé, pleine présence à moi, ça je l'ai écrit il y a un moment maintenant, mais je suis en train de réaliser aussi que je gagne beaucoup de temps à ne plus checker mon téléphone parce que les minutes passent quand on commence à regarder Insta ou l'actualité ou autre. Mon mari, c'est plutôt l'actualité. Moi, c'était plutôt Insta. On se rend pas compte, il y a de longues minutes qui se passent avant de se mettre à faire autre chose et je me rends compte que j'ai beaucoup de temps pour moi maintenant et j'ai des routines bien-être pour moi que je pense je n'aurais absolument pas pu mettre en place si j'avais continué à regarder mon téléphone dès le lever. Donc une présence à moi beaucoup plus consciente et beaucoup plus constructive. Qu'est-ce que j'ai noté? Une pleine présence aux enfants, c'est hyper important. Ça enlève tellement de tension quand on est 100% disponible pour eux le matin, quand on n'est pas en train de leur dire attends, je suis en train de regarder un truc ou qu'on est irrité parce que justement on est en train de regarder un truc qui nous interrompt 50 fois et donc on est saoulé. C'est
très bénéfique pour la relation parent-enfant. Et c'est pareil, se rendre disponible physiquement, psychiquement, psychologiquement pour nos enfants, ça crée du lien, ça crée de la connexion, ils se sentent écoutés, entendus, reconnus et ça améliore les matinées avec eux. C'est vraiment un conseil, si vous avez envie de commencer par une chose, ne touchez pas votre téléphone tant que vos enfants ne sont pas à l'école. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus zen. Quatrième habitude, ne plus écouter de podcast en me préparant le matin. J'avais tendance quand je me maquillais, que je me préparais le matin, à écouter des podcasts. Alors, j'adore les podcasts, c'est ma passion, c'est une grosse partie aussi de mon travail, écouter des podcasts sur la parentalité, la psychologie. J'adore ça, je trouve ça très nourrissant, mais c'est pareil, ça me connectait tout de suite au travail, au cérébral. Je ne pouvais pas poser mon cerveau. Et puis même si c'était des podcasts divertissant. Je trouvais ça très à un moment donné très envahissant de n'avoir jamais de répit, de moment où je pose mon cerveau, où je n'écoute rien. Alors quand je dis ne rien écouter, ça en réalité je l'ai remplacé par de la musique. Écouter de la musique, ça faisait, je sais pas, depuis que j'étais ado que j'écoutais plus de musique le matin, mais ça a tout changé parce que la musique que j'écoute, en plus, elle me permet de me mettre en énergie et de décharger, de bouger, de chanter. C'est trop bien. J'avais oublié à quel point ça fait du bien de chanter, de danser. Et d'ailleurs, c'est prouvé, ça apaise le système nerveux. Je vous l'ai dit dans plein d'épisodes et aussi sur ma chaîne YouTube où il y a déjà 2 vidéos exclusives qui ne sont que sur YouTube où je parle pas mal des émotions et je parle de ma vie de maman, de mes ratés entre guillemets en tant que maman. Les émotions, pour qu'on soit bien, ont besoin d'être déchargées par le corps. Entre autres, la colère, l'anxiété, ça a besoin d'être déchargé par le corps. Chanter, danser, ça apaise le système nerveux et ça régule le système nerveux. C'est hyper bénéfique. Les personnes qui chantent beaucoup le savent. Chanter permet d'extérioriser. Et d'ailleurs, j'ai mes 2 filles font ça très naturellement, mais je pense que quand on est ado, quand on est enfant, on le fait sans s'en rendre compte, mais notre corps le sait, donc en redemande, et donc on est très attiré par la musique quand on est jeune. Mais elles chantent, elles se foutent la musique à fond. Donc pareil, il faut cadrer quand même, parce qu'elles te font la boîte de nuit dans la salle de bain, elles en font profiter toute la maisonnée. Elles chantent tout le temps. C'est leur manière à elles de décharger. En rentrant à la maison le soir, elles prennent leur douche, elles se font leur petite routine salle de bain. On leur a acheté en plus pour Noël une petite enceinte JBL, des toutes petites carrées, trop bien. Et elles se mettent leur musique à fond et on les entend chanter. Elles déchargent en fait. Elles déchargent comme ça les tensions, c'est génial. Si vos enfants font ça, dites-vous qu'ils sont en train de réguler. Ils sont en train de réguler leur stress, leurs émotions, leurs tensions de la journée. C'est très bénéfique pour eux. Donc, ne les empêchez pas de se mettre de la musique et de chanter, même si la musique est un peu forte, vous fermez les portes et vous donnez peut-être un temps imparti pour pas que ça dure toute la soirée, mais permettez-leur de chanter, de décharger. C'est très bénéfique pour réguler les émotions difficiles. Et donc, si j'en reviens à mon expérience avec ma musique de bon matin devant mon miroir, je me suis fait une playlist où il y a toutes les chansons que j'aime bien, mais ce sont des chansons aussi bien joyeuses et énergisantes qu'il y en a certaines qui sont tristes aussi. La playlist va défiler, dérouler, et il y a des moments où ça va switcher sur une musique un peu plus nostalgique, un peu plus triste. Et si j'en ressens le besoin, je laisse la musique et très régulièrement, je sens aussi que j'ai les larmes qui vont monter. Je suis quelqu'un qui, je vous l'ai dit, je suis évitante, qui ne pleure quasiment jamais. je, pleurer pour moi, c'était se montrer vulnérable, c'était faire preuve de faiblesse. Alors évidemment, je vois plus du tout les choses comme ça, mais donc pleurer, c'est pas facile d'accès pour moi. Pour autant, pleurer, c'est décharger aussi. Et pleurer, ça veut pas dire qu'on va mal ou qu'on a de la peine. Pleurer, ça veut dire qu'on décharge quelque chose. Pareil, on peut décharger les tensions en pleurant. Donc, parfois, quand ces musiques arrivent et que je sens que j'ai les larmes qui montent ou que je sens, je me sens un peu envahie par ces émotions-là, je me laisse aller et je laisse couler mes larmes. Ça fait énormément de bien. J'ai un mascara waterproof, ça aide. Et puis après, pouf, ça va switcher sur une musique plutôt joyeuse. Et hop, tout de suite, je vais réavoir besoin de bouger, de chanter, être en joie. Tous ces trucs que je vous dis là, ces habitudes que j'ai mis en place,
contribue à ce que je me sente hyper épanouie. J'ai toujours ce tempérament anxieux, c'est un tempérament, il ne changera pas. En revanche, je ne me sens plus anxieuse. Je me sens apaisée dans mes émotions et je sais comment les réguler, comment les apaiser. Donc il y a plein de choses aussi que j'ai mis en place par ailleurs, mais c'est pour vous dire qu'en mettant en place rien que ces petites habitudes-là, qui sont pas des trucs de ouf, qui sont pas, aller, 3 fois par semaine à la salle de sport, parce qu'il faut prendre soin de soi ou, se prévoir un spa entre copines, voilà. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a le temps? Quand on est parents, voilà, jeunes parents, c'est compliqué de mettre ces choses-là en place. Évidemment, ça, c'est ma liste à moi, ce sont mes habitudes avec ma réalité, ma vie, ce qui est important pour moi, et cetera. Remettez-vous dans votre quotidien et réfléchissez à toutes ces petites choses qui nourrissent votre stress, qui nourrissent votre anxiété, qui entretiennent la distance avec vos enfants, l'irritabilité vis-à-vis de vos enfants. Réfléchissez à tout ça et voyez ce que vous pouvez ajuster de manière très simple en changeant simplement vos habitudes. Donc soit en les changeant mais en les remplaçant par autre chose, c'est très important, soit en mettant à distance ce qui vous empêche de vous sentir mieux. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai mis en place, pour conclure, une nouvelle habitude. Ça fait 1 an maintenant. J'ai commencé, autour du 14 février, 2025. J'ai inclus dans mon quotidien, des séances de yoga. J'aurais pas pu croire ça, il y a des années en arrière parce que j'ai jamais été attirée par ça. Je pensais que c'était pas pour moi. J'avais déjà essayé, plein de fois parce que, ben, tout le monde dit que le yoga, c'est merveilleux. J'avais essayé, ça m'avait pas plu, je voyais pas l'intérêt et j'avais envie de remettre du mouvement dans ma vie. Donc je fais déjà du sport 2 fois par semaine, je fais de la course à pied en colline. C'est une habitude que j'ai depuis 10 ans. Je pourrais revenir faire un épisode sur ça aussi parce que je me suis jamais définie comme sportive et encore aujourd'hui, je ne me définis pas comme une sportive dans le sens où pour moi les sportifs c'est les gens qui sont forts et qui sont performants. Moi je fais du sport, je fais de la course à pied en toute tranquillité. Je me définis comme une runneuse escargot. Je fais pas du sport pour la performance, je fais du sport pour me sentir bien. Voilà, j'ai du mal toujours à me dire que je suis sportive. Pour moi c'est pas quelque chose qui me correspond. Mais tout ça pour dire que j'avais envie de compléter ça, ce mouvement-là de courir par, la mise en mouvement, au quotidien. Donc vous voyez, ça aussi, c'est une nouvelle habitude que j'ai mis en place, c'est de marcher, tous les jours. Donc les 10 000 pas qu'on entend partout, j'ai vite nexté parce que pour moi, c'est irréaliste. Ce n'est absolument pas, compatible avec ma vie, et quand c'est pas compatible, quand c'est pas réaliste, eh bien, on va le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois et puis après on va vite abandonner. Donc mon objectif pour marcher, pour me mettre en mouvement tous les jours, c'est 5 minutes. Voilà, tu fous tes baskets et tu y vas, allez, 5 minutes. Et si je ressens le besoin, l'envie, l'élan de marcher plus, tant mieux, je marche plus. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, hein, c'est que en me disant 5 minutes, au final, je fais toujours plus. Mais mon objectif reste sortir tous les jours 5 minutes parce que ça, c'est réaliste. Donc ça, c'est pareil, je pense que ça fait 1 an que je marche quasiment tous les jours. Et l'objectif commun avec courir, marcher et là, du coup, me mettre en mouvement par le yoga, c'est me sentir en forme, me sentir bien dans mes émotions, bien dans mon corps. C'est un objectif de bien-être. Pour en revenir au sport que je fais le matin actuellement, au mouvement, ouais, je préfère dire me mettre en mouvement que dire faire du sport parce que même le mot sport dans ma tête, il est décourageant. J'ai pas envie de me dire que je fais du sport tous les matins. Non, je me mets en mouvement parce que ça fait du bien à mon corps, ça fait du bien à mon esprit. Et ce que j'avais commencé, c'était regarder les vidéos sur YouTube de Grow with Jo. C'est une femme qui propose des vidéos courtes de gym, voilà, pour bouger son corps. C'est très très accessible. Et j'avais commencé à faire ça le matin, 10 minutes. Et je sentais que ça me faisait monter en pression dès le matin. Ça faisait monter mon cortisol et ça me mettait en stress. Là où j'avais envie de me faire du bien, d'apaiser mon système nerveux, ça faisait tout l'inverse. Donc j'ai switché très rapidement.
C'est l'algorithme YouTube qui m'a proposé. Un jour, j'ai cliqué et je suis tombée sur les vidéos de Delphine Marie Yoga. Et ça m'a fait trop rire parce que un matin, j'étais là sur mon tapis et mon mari il me dit, mais c'est Delphine là que tu écoutes. Je dis, mais comment ça, c'est Delphine, tu la connais? Il me dit, bah oui, te rappelles pas quand je faisais mes étirements le matin et tout, c'était elle que j'écoutais. Donc Delphine Marie Yoga sur YouTube, c'est absolument pas sponsorisé, je ne suis pas influenceuse, je vous partage simplement ce qui fonctionne pour moi. Et elle propose des vidéos très très courtes. Je sais pas si au début j'avais pas fait des vidéos de 5 minutes. J'ai commencé à faire un cours avec elle. Et comme le yoga qu'elle propose, c'est un yoga où on se met en mouvement, mais en même temps elle demande de respirer. Mais dès la première séance, j'ai senti que ça m'avait apaisée. Alors déjà, c'était pas très compliqué les mouvements. Il y a plein de possibilités et j'avais choisi vraiment débutant. Était très accessible. Je pouvais vraiment respirer en même temps et j'ai compris à ce moment-là, enfin j'ai compris plusieurs temps avant, mais mon système nerveux en tout cas l'a compris, c'est que pour respirer, moi, j'ai besoin d'être en mouvement, d'être immobile à faire de la méditation. Je n'y arrive pas, je pars dans mon mental, je déconnecte et enfin, en tout cas, ça n'a pas les bénéfices que ça devrait avoir et que ça a sur plein de personnes, mais sur moi, ça fonctionne pas. Et donc, le fait d'être en mouvement et de respirer, je ne suis plus dans mon mental, je ne suis plus dans ma tête, parce que mon cerveau est focalisé sur les mouvements que je suis en train de faire. Donc, en même temps, je respire. Et ça, mais ça m'a fait un bien. C'est pour ça que j'ai continué, hein. C'est vraiment pour ça que j'ai continué. Et donc, je me suis dit, mais écoute, regarde comme t'es zen. Oh, j'avais l'impression d'être shootée. J'avais l'impression de m'être envoyé une bouteille de rosée toute seule. Je planais un peu, vraiment. Alors moi, ça me fait cet effet. Peut-être que ça fera pas le même effet à tout le monde, mais voilà ce que ça m'a fait. Et j'ai pris un soin particulier à ne pas m'emballer et à ne pas augmenter la durée ni la difficulté. Pour ancrer cette habitude, continué des toutes petites séances très faciles qui avaient pour objectif de me faire me sentir bien et fière de moi en plus, hein, parce que quand on arrive le matin à mettre ça dans sa routine, alors que jusque-là on n'avait jamais fait ça de sa vie, on est fier aussi. Et ça, pareil, attention, pas d'injonction, parce que je sais pas si quand mes enfants étaient très petits, c'est quelque chose que j'aurais pu inclure dans ma vie de maman. Ça aurait peut-être pas correspondu à ma réalité à ce moment-là. En tout cas, aujourd'hui, c'est réaliste par rapport à mon quotidien. Donc, c'est facilement incluable dans ma vie. Et petit, j'en suis arrivée là aujourd'hui, 1 an après, à faire des séances de 20 minutes tous les jours. Alors, quand je dis tous les jours, si je suis tout à fait honnête, je le fais le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc ça fait 4 fois par semaine, parce que le mercredi, je vais courir et le dimanche aussi, je vais courir et le samedi, j'en profite pour faire la grasse mat, et cetera. Puis après, la journée file et donc je le fais pas et franchement, je pourrais le faire parce que ça me fait tellement de bien, ça régule tellement bien mon système nerveux que parfois j'en ressens le besoin. Je me dis: «Putain, là, je ferais bien 2-3 mouvements de yoga, ça me ferait du bien» et ça m'arrive des fois de mettre la tête en bas, juste de me pencher, de faire, balancer mes bras et dérouler vertèbre par vertèbre, comme elle le dit, en respirant, et rien que ça me fait du bien. Donc je continue et j'en suis arrivée à 20 minutes. J'ai augmenté le niveau de difficulté et là où je suis très, très fière de moi, vous allez me trouver complètement folle, mais je suis pas souple du tout, absolument pas souple. Je n'arrivais même pas à toucher, mes pieds avec mes mains quand je me baissais. Impossible, même pas le bout de la phalange, rien du tout. Impossible, j'étais raide, 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 raide. Maintenant je touche, le sol avec mes mains, quasiment à plat. Ça, c'est une très, très grande fierté pour moi et je passe un message à toutes les personnes qui se sentent très raides et absolument pas souples. Vous pouvez y arriver. Si moi j'y suis arrivée, clairement vous pouvez y arriver, parce que quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de basket, et à chaque début d'entraînement, on faisait, des étirements, des échauffements et je voyais toutes mes copines, hyper souples et moi j'étais là: «Mais je suis nulle, je suis bidon» et dans ma tête, j'ai, emmagasiné cette croyance: «De toute façon, tu n'es pas souple». Donc j'essayais même plus à force, hein, et en réalité, voilà, j'ai vraiment gagné en souplesse et ça a changé aussi pour moi, et c'était pas ce que je recherchais au départ, parce que ce que je recherchais, c'était vraiment apprendre à respirer, réguler. C'est, la tonicité, et la posture. Je me tiens beaucoup plus droite, je me sens plus forte, je me sens plus tonique, mieux dans mon corps. J'ai tout gagné à mettre ça dans ma routine et honnêtement,
je pense que je n'arrêterai jamais. Je n'arrêterai jamais parce que mon corps a enregistré, c'est comme la course à pied maintenant, mon corps a enregistré que c'est nécessaire pour mon équilibre psychique, physique, psychologique, voilà, tout ce que vous voulez, c'est un indispensable dans ma vie. Voilà pour cet épisode. Ouais, j'ai tiré plein de fils. J'avais encore plein de trucs à vous dire, mais je pense qu'après ça va être un petit peu trop long, notamment l'habitude d'écrire dans mon carnet, mais je pense que j'en reparlerai à d'autres moments. Dites-moi ce que vous avez envie de changer dans vos quotidiens, les habitudes que vous aimeriez mettre en place ou les habitudes que vous aimeriez gommer pour vous sentir mieux dans votre vie de maman, dans votre vie de femme, dans votre vie de papa, parce que je sais qu'il y a aussi des papas qui m'écoutent. Dites-moi tout en commentaire et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle. Ça me fait beaucoup de bien de savoir que ce que je propose peut vous plaire et vous aider. Je vous dis à dans 2 semaines pour le 17e épisode.